Chers diplômés du CAS Digital Finance Law et chers membres du comité directeur du conseil scientifique et chers intervenants, nous sommes maintenant entre nous. Donc je tiens à féliciter chaleureusement tous les diplômés du CAS Digital Finance Law. Et on m'a demandé de parler de la recette. Quelle est la recette du CAS Digital Finance Law? D'abord, la recette, c'est vraiment d'être bien entouré par une équipe vraiment performante. Donc un co-directeur, Adrien Alberini. Pour la coordination, Vanessa Herry, tous les membres du comité directeur du conseil scientifique, ainsi que tous les intervenants. C'est la recette, plus une pincée de sel, un peu de poivre, et puis ensuite on laisse mijoter. On n'a rien laissé reposer, on a seulement laissé mijoter. Et ensuite, on a eu 20 participants, et je pense que c'est vraiment ça la clé du succès du CAS cette année, c'est les 20 participants qui viennent de milieux variés et qui ont vraiment un niveau très élevé, qui ont apporté extrêmement avec leurs compétences. Donc, vous les voyez sur notre photo à l'ère du digital, photomontage du seul week-end où on a pu se voir en présentiel entre deux vagues. Nous, on était au sommet de la vague et c'était le creux de la vague où on a pu se voir en présentiel une seule fois durant le programme. Dans une année particulièrement mouvementée, donc vous avez encore d'autant plus de mérite d'avoir suivi la formation et d'avoir été particulièrement actifs durant les vendredis après-midi et les samedis matins. C'était vraiment formidable. Donc bravo à toutes et tous. Voici les 20 diplômés. Donc j'aimerais juste mentionner encore une fois le nom de chaque diplômé. C'est vraiment une remise de diplôme virtuelle, mais le diplôme n'est pas virtuel, il vous arrivera par la poste. On espère qu'il arrivera sous le sapin de Noël. Donc Emmanuela Caruzzo, Jean-Christophe Claude, Alan Detwiller, Gaël de Canière, Aliénor de Dardel, Olivier Depierre, Sébastien Fontier, Simona Fedele, Elisabeth Joachim, Béatrice Joliot, Michel Koenig, Attila Mitro, Véronique Nebel, Yancel Pupobello, Alexandra Simonetti, Rebecca Vallée, Patrick Vaucher, Éric Vouta, Sébastien Ruche et Wendy Yeboah. Bravo à toutes et à tous. On peut vous applaudir, s'il vous plaît. Pour la suite du programme, on a Maria-Antonella Bino qui va prendre la parole et qui est membre du comité scientifique du CAS Digital, qui est membre de la direction de Signum Bank, qui nous a soutenus et orientés, guidés, même avant la naissance du programme. D'ailleurs, avec le professeur Christian Beauvais, que je profite de mentionner maintenant, nous a également donc, soutenus et orientés, même avant la naissance du programme. Donc, on est ravis de compter sur toi, Maria-Antonella Bino, en tant que membre du conseil scientifique. Donc, je te donne volontiers la parole, Antonella. Merci beaucoup, Ali. C'est un plaisir pour moi d'être là à plusieurs égards. Premier égard, parce que vous avez été pionniers, vous, 20 diplômés, et vous êtes les premiers volets d'une série qui vont suivre. Et les premiers volets, c'est toujours la partie la plus enthousiasmante et passionnante parce que tout est à faire, tout est à réfléchir, tout est aussi des fois à changer, pas tout, en tout cas avec vos feedbacks, des améliorations et des changements se feront certainement. Mais moi j'aimais bien l'idée de la recette parce que les bonnes recettes ont laissé coup. Et puis il faut dire que ces temps-ci, on a été secoués quand même un petit peu. Hein. Donc j'imagine que tous les diplômés qui se sont inscrits pour les CAS, ils ne savaient pas au mois de mars c'est à quoi ils devaient faire face, les cours en digital, tout un changement aussi de la manière dont on travaille à l'université et non seulement à l'université. Moi, je voulais juste partager avec vous trois pensées qui me sont venues quand hier j'ai pensé à cet événement très important pour vous. Et d'abord, je dois vous dire encore une fois bravo. Bravo parce que, avant de partager mes pensées, bravo parce que vous avez réussi à prendre du temps sur vos journées déjà assez chargées quotidiennes. Vous êtes tous des professionnels établis avec des responsabilités professionnelles, des responsabilités aussi familiales et privées. Et vous avez pris le temps et vous avez réussi. Vous avez réussi votre pari et votre ambition vous a guidé et votre passion vous a montré la voie. C'est très important. C'est très important pour vous et nous sommes très contents de partager cet instant avec vous. Le monde d'aujourd'hui, je crois que
nous concentre sur trois pensées importantes. Une, c'est l'importance grandissante de l'intuition. L'intuition, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Plus on digitalise et plus on robotise et plus on demande aux professionnels que nous sommes, que vous êtes, d'avoir les bonnes intuitions et d'avancer en vous laissant guider par votre instinct. Ce qui ne veut pas dire que la logique n'est pas importante, mais l'intuition et l'instinct deviennent fondamentaux. Et pourquoi l'intuition et l'instinct? Parce que grâce à l'intuition, vous pensez innovation, vous pensez créativité et surtout, vous pensez entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'esprit d'entrepreneuriat est fondamental. Donc, gardez votre intuition. Vous avez démontré avoir un excellent instinct et une excellente intuition en vous lançant en tant que pionnier dans cette formation et en la pratiquant déjà. Continuez comme ça, parce que c'est ça qui va vous différencier dans le monde du travail de demain, d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, après l'intuition, il y a un autre mot notre pensée qui me parle beaucoup et qui avait été aussi indiqué par les professeurs Thévenot, l'accélération. Ça va très vite. Aujourd'hui, tout va très, très, très vite. On ne se rend pas compte. Ce qui est valable aujourd'hui, demain, c'est déjà du passé, de l'historique. On dit en anglais de la legacy. Et l'accélération, ça signifie qu'on doit s'habituer à travailler et à communiquer par d'autres moyens beaucoup plus rapides. Donc, on aura moins le temps d'aller dans le détail. On devra survoler de plus en plus et apprendre à décider très vite. C'est ça aussi la digitalisation. Donc, l'accélération signifie également que dans nos relations avec nos partenaires, qu'ils soient professionnels ou privés, on va avoir d'autres réflexes et qui vont paraître parfois un petit peu trop rapides, mais aujourd'hui, on est interconnectés partout et on a des discussions très intéressantes, professionnelles, avec des personnes que peut-être on n'a jamais rencontrées. C'est très intéressant, ça change complètement par rapport à ce que j'étais habituée. Alors, ce qui est très, très, très intéressant, je regardais tout à l'heure, je regarde encore aujourd'hui, on parle digital, on a tous un bout de papier avec nous. Et ça démontre qu'on est encore en train de faire les liens entre les traditionnels et les mondes de demain, parce que ceux qui sont à l'école aujourd'hui, ils ont presque peu de papier. Donc, vous voyez, il y a certains qui ont du papier, d'autres pas. Donc, l'accélération, c'est très important et ça démontre également. En 2016, on parlait de technologie Watson. C'est le moment où je commençais à m'intéresser, et certains d'entre vous que je connais un peu plus particulièrement le savent, à la technologie Watson. Et j'avais appris qu'il y avait une étude d'avocats aux États-Unis qui avait totalement digitalisé la section des faillites, parce qu'il y avait beaucoup de documents qui étaient classiques, standardisés et qu'on pouvait répéter. Et à partir de 2016, les choses se sont accélérées, mais pas autant qu'aujourd'hui. J'écoutais BFM Business dans la radio ce matin, et pour la première fois, une radio française d'économie parlait du Bitcoin et disait, voilà, Bitcoin, est-ce que c'est une valeur refuge comme l'or? Est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin? Si oui, à moyen, à long terme. Et j'étais assez surprise. On sait PayPal, on a tous lu les journaux, on a vu Libra qui va arriver l'année prochaine. La banque que j'ai rejoint cette année est en train de communiquer sur plusieurs produits intéressants, mais ce n'est pas la seule. Aux États-Unis, il y a plusieurs échanges de crypto-monnaies qui ont obtenu la licence bancaire. JP Morgan a lancé sa propre crypto-monnaie. Enfin, les exemples sont énormes et multiples, et on est en plein dedans. Accélération. Et la troisième pensée que je veux vraiment partager avec vous, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est l'aspect collaboration. Par rapport au monde d'hier, et c'est un peu la conséquence de cette facilité qu'on a de se connecter les uns aux autres, que ce soit dans la vie privée comme professionnelle, on est beaucoup plus un esprit collaboratif. Donc, dans les entreprises, on travaille différemment. Il n'y a plus pardonnez-moi les mots, les boss qui arrivent et qui dictent. Ça, c'est de moins en moins courant. Il y a des équipes qui se forment autour des projets et qui travaillent ensemble, chacun en amenant
sa plus-value, sa créativité. Et l'esprit collaboratif amène aussi quelque chose qui me parle également beaucoup, la diversité. Les équipes se rendent, enfin, dans les mondes professionnels, comme dans la vie privée d'ailleurs, mais dans le monde professionnel, il y a de plus en plus de diversité dans la manière dont les équipes se créent. Les facultés sont différentes, mais toutes très importantes. Et cet esprit de transversalité et de diversité, c'est propre au digital parce que il y a des process, bien sûr, mais chaque élément dans ces process est important et les process, ils varient, ils évoluent avec les besoins. Donc voilà les 3 pensées que je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais les mots de la conclusion, c'est encore une fois, bravo et vivez à fond votre passion parce que c'est ça qui est le moteur de la vie. Merci beaucoup, Antonella. Merci beaucoup, Antonella. Maintenant, je passe volontiers la parole à Philippe Fischer, membre du comité directeur responsable du module 2 sur la protection des données et avocat associé chez Oberson Abels. Merci beaucoup et évidemment aussi de ma part un grand bravo à tous les participants au CAS. C'est assez émouvant de vous voir là. Évidemment, on aurait préféré vous voir en vrai d'une certaine manière, mais vous voir sur l'écran Zoom comme ça tout réuni, c'est très touchant et très émouvant. Un grand merci aussi évidemment aux professeurs Thévenot et Bovet de m'avoir permis de participer à cette aventure. Évidemment aussi à Aline et Adrien. Mais surtout, je pense merci à vous participants de nous avoir fait confiance. Dans le cadre de lancement de cette nouvelle formation, de notre petite start-up, d'une certaine manière, peut-être qu'un jour on sera un GAFA de la formation, mais je crois que cette année on était clairement une start-up. Et merci à vous d'avoir joué le jeu pour cette première édition et merci et on espère que vous serez à l'avenir aussi d'une certaine manière des ambassadeurs de notre formation et on fera certainement appel à vous aussi dans le futur pour d'une certaine manière porter la bonne parole, si j'ose dire, par rapport aux différents développements qu'on a pu discuter ensemble. À titre personnel, je suis évidemment très content d'avoir pu partager avec vous d'une certaine manière cette année 2020 qui est quand même malgré tout une année très particulière dans le monde de la protection des données et je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit en matière d'accélération tant par Xavier Oberson que par Luc Thévenot que par Marianne Vino. Mais on a aussi une très grande accélération, évidemment, dans le monde de la protection des données. 2020, c'est quand même l'année de l'arrêt Schrems 2, c'est l'arrêt de la nouvelle LPD, c'est l'année des nouvelles clauses modèles de l'UE, c'est l'année de la version 2 des Cloud Guidelines de l'ASB. Donc, rien qu'en espace d'une année, on a eu des développements déjà assez spectaculaires, non seulement avant qu'on se voit dans le cadre du module 2, mais en réalité même après le module 2. Et donc, j'aimerais peut-être dans la minute qui me reste formuler un souhait et vous donner un message. Le souhait, c'est mon espoir d'avoir réussi à éveiller votre curiosité pour ceux qui ne l'avaient pas déjà, alors même que dans le CAS, il y avait évidemment certains d'entre nous qui s'intéressaient aux questions de protection des données déjà de longue date, mais d'avoir réussi à éveiller votre curiosité sur ces difficultés qu'on rencontre parfois au quotidien pour allier d'une certaine manière les évolutions galoppantes de la technologie avec en parallèle le respect des droits individuels et en particulier le respect de la protection des données. Ça, c'est le souhait. Et le message, c'est que évidemment, on reste en contact, qu'on puisse se voir, comme on dit, en présentiel. C'est comme un terme assez nouveau. Si on avait pensé que au mois de décembre de l'année dernière, donc finalement il y a moins de 12 mois, on allait utiliser présentiel dans une phrase sur deux, on aurait quand même été assez surpris. Donc j'espère vous voir en présentiel bientôt pour continuer à échanger sur ces questions. Je pense que vous avez, ou j'espère en tout cas, que vous avez pu réaliser qu'en matière de protection des données, il y a rarement des réponses justes ou fausses, que les solutions d'aujourd'hui devront nécessairement être rediscutées demain et j'espère qu'on pourra, en présentiel, comme je l'ai dit, poursuivre ce débat et ces discussions à l'avenir. Merci et bravo à tous. Merci beaucoup, Philippe. Et maintenant, en tant que participant, je vais passer la parole à Sébastien Fonti, avocat associé chez Lexing Switzerland et préposé cantonal à la protection des données. Je ne vous dis pas quel canton, vous le savez tous. Bonsoir à tous. Alors, je vous ai prévu un petit texte parce que
Je suis assez ému d'assister à cette dernière séance et j'espère vous revoir tous très bientôt. Emmanuela, Gaël, Aliénor, Simona, Elisabeth, Béatrice, Véronique, Alexandra, Rebecca, Wendy. Par ordre aléatoire, algorithmique dirais-je. Oserais-je vous conter une anecdote que Marie Curie, l'une des femmes les plus extraordinaires pour étendre le champ des possibles, aimait à relater dans ses interviews. Quand on lui demandait « Qu'est-ce que cela fait d'épouser un génie ?», sa réponse était invariablement « Allez donc demander à mon mari ». J'espère que vous serez toutes honorées d'un compliment semblable ce soir en rentrant chez vous, tant vous avez illuminé ce cast de votre talent, de votre élégance et de votre appétence, et nous avez permis un exercice de parité qui confinait au ravissement. Quant à mes camarades masculins, je leur dirai simplement que j'ai eu plaisir à ne jamais percevoir la plus infinitésimale marque de cette supériorité testostéronique qui parfois rend les échanges moins équilibrés et intelligents. Nous avons tous œuvré en bonne intelligence grâce à une parfaite organisation. Merci Vanessa. À une équipe d'enseignement soudée et efficiente. Merci notamment à Aline, Adrien, Yaniv, Christian et Philippe. À l'instar de Christian Constantin, vous aurez constaté que j'ai une tendance innée, que dis-je, naturelle, à abandonner rapidement le vouvoiement pour passer au tutoiement lorsque je suis en présence de personnes avec lesquelles j'ai une inclinaison à nouer des amitiés. Vous faites évidemment partie de ces personnes désormais. Mon petit retour d'expérience personnelle sera donc un retour en violation manifeste de la LDA que vous connaissez tous maintenant, puisque ce matin, j'ai eu le plaisir de recevoir cette petite carte. Je ne dirai pas de qui, mais la personne qui me l'a adressée se reconnaîtra. Et donc, sur cette carte était indiqué « Every day is a fresh start ». Cette petite phrase symbolise, en tout cas à mon sens, parfaitement le sentiment qui m'habite en cette fin de formation. Nous avons abordé de multiples sujets qui méritent tous un approfondissement et une veille permanente. Pour ma part, j'ai déjà pu utiliser dans 3 procédures le contenu de vos cours dispensés. J'espère avoir créé un désarroi, voire une sidération chez les adversaires face à toutes ces connaissances. Aujourd'hui, je dois prendre des décisions comme préposé pour une recommandation dans un sujet que nous avons personnellement tous abordé et vos avis vont m'être extrêmement utiles. Je terminerai avec une petite phrase qui dit que le curieux veut comprendre pour savoir et savoir pour prévoir. Il nous appartient désormais, puisque vous nous avez remis les clés de ce début de connaissance partagée, de faire prospérer cette formation, de la faire grandir et de persister à nous intéresser à tous ces sujets pour lesquels nous avons été initiés grâce à vous et je vous en remercie. Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage. Maintenant, je passe la parole à Véronique Nebel, Head of Regulatory Affairs and Policy Compliance chez HSBC. Bonsoir à tous et merci de me donner cette opportunité de vous saluer et de vous remercier, et mes co-étudiants et tout le corps enseignant, les organisateurs, les initiateurs, les inspirateurs de nous avoir donné cette formidable opportunité d'être la première volée de ce CAS digital. Ce CAS, évidemment, ça m'amène énormément dans la de tous les jours, puisque nous avons débattu des questions qui sont au cœur des problématiques que nous nous posons désormais tous les jours et qui surgissent à chaque angle de nos activités quotidiennes. Donc, merci pour ces nouvelles connaissances. Le grand mérite de ce cas, ça a été de mettre en perspective les aspects de droit touchés par la digitalisation au sens large et comment le droit existant aussi se décline dans le contexte des nouveautés technologiques, y compris des nouveaux procédés qui sont associés. Donc, il faut effectivement non seulement prendre connaissance des nouveautés législatives, des initiatives des régulateurs à ce sujet, mais aussi savoir, et cela, le CAS l'a très bien fait, appliquer les règles existantes, les principes existants à ces nouveautés factuelles. Et par ailleurs, une des autres choses que ce CAS m'a apporté, c'est des connaissances factuelles simplement sur
sur ce monde digital que je n'avais pas, puisque le bon juriste, c'est aussi celui qui connaît bien les faits pour y appliquer les normes. La dernière grande chose, évidemment, et peut-être la plus importante finalement que ce CAS m'a amené, c'est ce réseau de personnes d'une extraordinaire qualité, tant au niveau des enseignants que des étudiants, ce réseau de professionnels euh, qui sont devenus effectivement des amis. Je crois que c'est un sentiment que nous partageons et ce qui nous empêche peut-être d'approfondir ces amitiés, c'est précisément ce manque de présence physique que nous ne pouvons pas avoir en ce moment, mais on se réjouit déjà de pouvoir développer ces amitiés euh, dans cette humanité et, qui nous manque un petit peu cette année. Garder l'humain au cœur, c'est un des thèmes que Aline Darbellet a invoqué et qui nous a aussi interpellés à plusieurs reprises dans le contexte de nos enseignements, puisque une des choses qui nous fait un peu peur, peut-être dans la digitalisation, hein, on est très stimulé par tout ce que ça amène de nouveau, mais il y a aussi des zones de crainte. Eh bien, je me permets de faire à ce sujet une remarque ou de poser aussi une question. En fait, ce qui m'a, peut-être dans tous les enseignements, dans les moments d'enseignement fantastiques que nous avons eu, un des moments qui m'a le plus interpellée, c'est quand le professeur venu de Chine, qui nous a donné une présentation peut-être moins technique que beaucoup d'autres professeurs, hein, et ce professeur chinois a terminé son exposé qui nous a montré aussi toute la complexité qu'il y a à gérer des questions digitales de protection des données en Chine, pays totalitaire, ou perçu en tout cas par nous comme totalitaire, mais je pense que ça correspond à une certaine réalité. Un pays aussi énorme et chaotique dans une mesure que nous ne pouvons pas imaginer en Europe. Eh bien, c'est le seul parmi tous ces professeurs extrêmement compétents que nous avons eus qui nous a parlé non seulement de ce que j'appelle les grandes idées et des paramètres techniques des lois, mais aussi il a explicitement cité, lui qui vient de ce monde totalitaire et chaotique, il a cité explicitement la nécessité de se reposer la question des valeurs que les normes entendent protéger, et ce qui nous amène effectivement à des considérations aussi éthiques. Finalement, qu'est-ce qu'on veut protéger avec les normes que nous établissons aujourd'hui? Nous avons, par exemple, un énorme travail qui est fait dans le contexte de la protection des données, mais on constate quand même que c'est beaucoup des normes d'organisation. Quand je pense au consentement, hein, finalement, c'est notre remède miracle pour que ça devienne légal. Mais finalement, est-ce qu'on est vraiment libre dans le consentement? Je crois qu'on sait tous que on met notre signature en bas des longs formulaires et on consent parce qu'on n'a même pas le temps euh, de, de s'opposer éventuellement. Donc, c'est pour ça que je dis dans ces énormes défis digitaux, cette énorme vitalité, cette énorme stimulation que ça représente, et il y a aussi cette question finalement, dans cette complexité aussi que la digitalisation entend gérer, mais qu'elle suscite aussi, eh bien finalement, quelle est la simplicité que nous devons rechercher? Est-ce que cette simplicité n'est pas aussi derrière ces questions de base, finalement? Est-ce qu'on ne veut pas se protéger? Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger vraiment, nous, êtres humains? C'est une question aussi d'auto-sauvegarde. Voilà, c'est absolument pas pour euh, euh, couper l'élan digital vers le digital que nous avons, cet enthousiasme vers la digitalisation, c'est plutôt pour dire euh, les défis, nous les connaissons, nous les avons vus, et je crois que l'énorme mérite aussi d'un CAS, de ce CAS, c'est aussi de poser ces débats et de pouvoir le faire avec des gens qui sont au cœur du débat, de la pratique et de la réflexion sur ces sujets. Voilà, donc je répète, le fait que cette remarque soit venue d'un professeur qui venait de Chine m'a énormément frappée. Je me suis dit peut-être que
il est en train de nous dire quelque chose, nous qui souvent nous considérons sur les aspects moraux, sur les aspects de valeurs plus avancés que la Chine. Voilà, c'est le mot de la fin et je remercie de nouveau euh, tous les professeurs, tous les organisateurs et les autres étudiants. Merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage. La parole va maintenant à Michel Koenig, responsable suppléant du service juridique prévoyance chez la Mobilière. Bonsoir, merci beaucoup pour la parole. Bonsoir à toutes et à tous. On m'a demandé de faire un témoignage sous un autre angle, l'angle à la base de l'assurance, enfin de l'assureur. Donc, je viens effectivement de l'assurance et plus particulièrement du domaine de l'assurance vie. J'ai eu donc connaissance d'une nouvelle formation à l'Université de Genève fin 2019, le CAS Digital Finance Law. Et au sein de l'industrie de laquelle je viens, le mot en fait digital résonne au niveau de la plupart des nouveaux projets. Nous parlons bien sûr chez nous en fait d'insurtech, de cyberassurance et de processus donc digitalisés ou encore simplement de l'onboarding digital. Aussi, cette formation n'a pu que retenir mon intérêt et puis c'est vrai que à ce moment-là, j'ai pris contact directement avec le professeur Aline Darbelay aussi pour me renseigner sur ce scope de cette formation, lequel était finalement plus large que présenté. On en veuille en plus la preuve de cette certification Cicero qui montre aussi que c'était une formation pas uniquement destinée aux banques comme on aurait pu le penser au départ, et ça s'est bien prouvé durant tout le long de ce CAS. Ceci a encore un peu plus aiguisé ma curiosité, mon envie d'apprendre et de pouvoir apporter en fait un soutien précis à mon entreprise dans ce domaine. Et puis justement là, on m'a demandé un petit peu de faire un petit témoignage par rapport à ces activités et peut-être aux éléments qui touchent aussi l'assurance au niveau de la digitalisation. Et je peux dire que l'industrie bancaire et l'industrie des assurances ne manquent pas de points communs. Et lorsqu'on parle de digitalisation, j'ai envie de dire surtout ici, l'étau se resserre encore. En effet, on peut voir qu'on a parlé en début donc, de formation aussi de toutes les questions de conclusion online de contrats, donc pour nous par exemple, de contrats aussi d'assurance vie, pour lesquels on a aussi des obligations LBA à respecter. Et là, on a pu avoir des présentations aussi très précises sur les moyens, les nouveaux moyens technologiques de soutien, tels les RegTech, ces technologies qui vont aussi nous permettre à l'avenir de gérer aussi, ou peut-être de gérer encore mieux, les risques réglementaires qui se multiplient dans nos échanges donc, digitaux, qui vont au-delà aussi des frontières. Et un autre point commun que je souhaiterais aussi soulever, c'est l'aspect donc de surveillance, cette surveillance qui nous est commune aux banques et aux assurances, la FINMA, où là on voit aussi qu'elle cherche et qu'elle continue à chercher à emboîter le pas à la technologie et qu'elle ouvre plusieurs projets au niveau de la subtech, ceci afin de permettre justement une surveillance qui est plus proche des événements, d'intervenir plus rapidement. Et aussi, elle prend en fait la suite aussi de la FCA, donc son homologue anglaise, qui est très certainement à la tête de ce développement de technologie. Des exposés aussi extrêmement précis nous ont été donnés sur la protection des données et la gestion de ces dernières dans ce nouveau monde digitalisé. Au niveau des banques, on parle bien sûr des CIDs, on a beaucoup entendu les CIDs. Maintenant, au niveau des assurances, nous, on traite beaucoup de données aussi dites sensibles. Ici se posent des nouveaux problèmes, les problèmes aussi des clouds, où nous allons stocker ces données. Et là, on a vu qu'il fallait porter une attention toute particulière aux différents contrats qu'on conclut avec les acteurs, donc ces acteurs des secteurs numériques. Et on doit saluer le fait que ce CAS nous a permis d'avoir une certaine boîte à outils, des does and don'ts sur les clauses donc à intégrer impérativement dans ces contrats, et nous a donné, sans oublier d'aborder vraiment aussi les aspects extraterritoriaux, plein d'indices qui sont très utiles dans nos activités respectives, dans tous les domaines d'activité dans lesquels nous sommes actifs.
et lesquels sont touchés par ce monde de la digitalisation. Je ne vais pas m'épancher non plus sur la question de la propriété intellectuelle, thème qui a été aussi présenté de manière magistrale et dans lequel on a pu nous donner des pistes à suivre en cas de litige, mais surtout aussi nous donner tous les éléments nous permettant d'éviter ces litiges, d'éviter qu'ils se produisent. Et ça, je pense que c'est pour un juriste quand même un des éléments fondamentaux, donc afin d'éviter toute problématique par la suite. Pour conclure, je dirais simplement, et je vais sortir un peu du factuel, que cette formation m'a permis d'avoir une vision globale de toutes les problématiques pouvant se présenter dans le monde digital. Et pour ce faire, ce fut en fait comme un Lego pour lequel nous nécessitons plusieurs pièces, les fameux modules qu'on a eu, module 1, module 2, module 3, module 4, des modules de couleurs très différentes et de formes variées pour construire finalement un modèle se trouvant sur la boîte. Et je dirais ce modèle étant en fait un guide pratique précis pour gérer les défis de la digitalisation. Il permet également aux juristes, que je suis notamment, de faire un lien entre droit et technologie. Je profite aussi finalement aussi de remercier encore une fois tous les intervenants très précieux donc, et les collègues et surtout aussi le comité donc, scientifique avec Vanessa, sans lequel ce très bon CAS n'aurait jamais eu lieu, et aussi pour le déroulement en fait, de ce CAS dans une atmosphère studieuse, certes, mais aussi très conviviale. Et en tout cas, j'espère que les liens qu'on a créés vont se garder. J'apprécie beaucoup les contacts qu'on a pu avoir, même de manière digitale, et lors de nos différents calls qu'on a eu dans le cadre de cette formation. Je peux d'ailleurs que la recommander et je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour ton témoignage. La parole va du côté des participants, finalement, à Patrick Vaucher, Operations Analyst de la banque UBP. Bonsoir à tous. J'essaierai de n'être pas trop long. Je ne suis pas juriste. J'ai souvent commencé mes phrases par cette profession de foi lors du CAS Digital Finance Law. Je n'étais pas juriste avant le programme et je n'ai pas la prétention de l'être après. Si j'ai adopté cette formule, c'est pour mieux souligner le fait que notre volet est aussi composé de participants aux parcours différents, venant d'horizons divers. C'est ce qui en a fait sa force et sa richesse. Cela semble être un choix stratégique et humain de la direction de ce CAS que je tiens à louer. En effet, j'ai fait une bonne partie de mon parcours professionnel dans le trading et les opérations. Je profite donc de cette occasion pour remercier les juristes des divers groupes de travail qui ont dû écouter mes remarques iconoclastes, parfois farfelues. Ils l'ont fait avec humour et bienveillance. Nous sommes tous des spécialistes dans nos domaines et je pense que nous avons contribué à faire de cette expérience un bouillon de culture et à nous élever un peu, je l'espère. Nul n'est censé ignorer la loi, dit le vieil adage. Nous sommes encadrés dans notre activité professionnelle par une législation que nous ne connaissons souvent pas assez bien. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de participer à ce programme. Dans un contexte de digitalisation rapide, je pense avoir fait le bon choix, car j'ai beaucoup appris et je pense être devenu habile dans l'analyse juridique des problèmes auxquels je suis confronté quotidiennement. Une compréhension juridique et réglementaire essentielle au développement de projets. En ce qui me concerne, c'est le cas, autant dans le poste que j'occupe actuellement dans une banque privée que dans des projets personnels futurs, en particulier dans le domaine de la blockchain et la création d'écosystèmes. Il a été très réjouissant et grisant de réaliser que l'objet de notre formation est en plein mouvement. En effet, la législation évolue avec les avancées technologiques. Nous l'avons constaté avec la nouvelle loi sur les réseaux distribués, la nouvelle loi sur la protection des données. Je reste convaincu que la Suisse est un terrain d'innovation. Le CAS DFL 2021, ce CAS 2.0, sera inévitablement augmenté. Nous serions, je pense tous, cette volée, intéressés d'être tenus informés de ces ajustements. Je tiens à remercier l'Université de Genève, Aline Darbolet, Adrien Alberini, Philippe Fischer, Yannick Benamou, ainsi que tous les professeurs qui ont créé ce CAS pour l'excellence de l'enseignement reçu, la diversité des intervenants. Un grand merci aussi à Vanessa Hariri, qui a su insuffler son énergie à cette formation et qui l'a organisée avec talent. 2020 est une année sans pareil. Les défis personnels et professionnels auxquels nous avons dû faire face ont dépassé notre imagination. Le Covid s'est révélé être un accélérateur de transformation digitale. Je pense que nous pouvons être fiers et heureux de faire partie de cette première volée.
Je souhaite une longue vie et un grand succès à ce CAS Digital Finance Law. Je suis convaincu qu'il permettra à ses participants de contribuer à façonner le monde financier de demain. Je finirai sur une note anecdotique. Une amie m'annonçait la naissance de son fils ce week-end en me disant « Voilà ce que j'ai fait en 2020 ». Dans une autre mesure, nous nous souviendrons tous aussi de ce que nous avons fait en 2020. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour ce témoignage. La parole va maintenant à Vanessa Herrick, coordinatrice du CAS Digital Finance Law, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le monde bancaire et financier. Vanessa, je te passe la parole. Vous m'entendez? Ah voilà. Je me permets, je vais me rapprocher. Comme je suis très perturbée parce que vous n'êtes pas vraiment là, mais vous êtes là, et comme je ne vous vois pas bien, je vais me rapprocher de vous, de l'écran, comme ça. Ça me sera plus confortable de vous voir comme ça encore une fois, tous réunis. Vous avez été absolument formidable, je le pense, hein, je ne le dis pas juste pour vous faire plaisir. C'était un bonheur d'échanger avec vous et puis on s'est déjà tous remerciés, on s'est déjà dit oui, on s'aime beaucoup, on s'aimera encore beaucoup et on se reverra, c'est sûr. Donc je ne vais pas faire très long, je vais juste vous raconter une petite anecdote que j'ai eue récemment parce que vous avez trouvé que cette année était quand même assez intense en fait, en suivant ce CAS, n'est-ce pas? Vous pouvez me dire oui de la tête. C'était assez intense. Mais vous êtes des petits joueurs, en fait, parce qu'il y en a un dans cette équipe qui s'est dit, là, on n'a rien cet été, il n'y a pas de CAS, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester sans rien faire. Donc, il y en a un qui s'est quand même dit, moi, je vais faire une autre formation. Et puis, bon, je suis très intéressée par la blockchain, donc je vais la faire. Bon, je ne vais pas la faire, je ne trouve rien dans le coin. Bon, je vais la faire au MIT. Donc, j'aimerais doublement féliciter, vous le savez peut-être en fait, il s'agit de Patrick, qui a eu non seulement donc la bonne idée de suivre en plus cette formation, mais qui, au-delà de ça, a quand même eu l'intelligence d'être notre ambassadeur dès l'été et a profité de partager son expérience au sein du CAS DFL, qu'il suivait à Genève auprès de tous les collègues avec lesquels il a interagi pendant sa formation au MIT, ainsi que ses professeurs. Donc nous sommes vraiment maintenant connus dans un autre environnement encore. Et je tiens à le remercier parce que c'était vraiment joli comme il m'a raconté cette anecdote. Donc pour ceux qui s'ennuient, vous voulez la version 2 du CAS DFL qui ne saurait tarder d'ici quelques années. Avant ça, on va dire l'essentiel, c'est quand est-ce qu'on se voit? Qui organise? Parce que c'est pas moi cette fois, hein. Ça va, c'est bon, j'ai assez donné. Je laisse prendre le relais. Je ne sais pas qui veut se lancer. Quelqu'un qui est particulièrement souriant. Est-ce que je vais le pointer du doigt? Ah, il y a Attila qui se dit Attila va organiser. Très bien, merci Attila. Sur ces bonnes paroles, non, bravo à tous, vous avez fait un travail formidable, vous avez été très assidus, vous avez rendu des travaux de dingue, et en plus, on a bien rigolé. Et ça, c'est aussi important. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Vanessa. On va se voir en avril 2021, quand on sera dans le creux entre deux vagues. On se reverra, on vous invitera pour une conférence avec tous les alumni du CAS ainsi que les inscrits en 2021 pour vous présenter les inscrits de 2021 en début avril 2021. Je pense que c'est la prochaine fois qu'on se reverra physiquement. Et maintenant, je vais passer la parole pour terminer, last but not least, Adrien Alberini, co-directeur du CAS Digital Finance Law et avocat associé chez Sigma Legal. Adrien, je te passe la parole. Merci beaucoup, Aline. Donc, effectivement, quelques mots de conclusion et ce ne sera pas long. J'aimerais revenir peut-être sur les derniers moments du CAS après une année, je crois qu'on l'a compris, qui était extrêmement chargée. Je corrigeais vos copies de groupe concernant le module 4 et je dois dire que ça m'a vraiment stupéfait la qualité que vous avez réussi à atteindre finalement dans le domaine qui était probablement celui qui est le plus éloigné de vos pratiques actuelles, courantes. Ce qui m'a amené à faire le constat que dans le fond, vous avez développé cette véritable vision globale qui était un des objectifs principaux de cette formation. Et ça, c'est évidemment important pour nous et pour vous aussi.
Et vous l'avez développé ensemble. Ça, c'est l'autre point, et je crois que c'est ressorti. Vous l'avez vraiment développé ensemble. Et en cela, vous avez commencé à créer cette communauté qui nous tient aussi tant à cœur. Communauté, vous en formez désormais le socle, parce qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, et je crois que ça a été relevé tout à l'heure par Antonella Bino, c'est que vous avez été les précurseurs, vous avez eu l'esprit entrepreneurial pour le faire, vous serez toujours les 20 premiers à avoir obtenu le CAS in Digital Finance Law, et ça, c'est unique, on ne vous le reprendra jamais. Communauté, une deuxième observation, le professeur Bovet nous disait il y a quelques jours que le CAS Compliance réunit maintenant chaque année une journée alumni qui compte environ 200 personnes, ce qui est remarquable. Alors le but, ce n'est pas de faire des comparaisons de chiffres et d'atteindre ce nombre, simplement le fait que cette communauté, sur la base de votre socle, puisse commencer à se constituer, c'est le vœu en tout cas le plus cher que tant le comité directeur que le CDBF plus généralement forme. Enfin, quelques mots de conclusion pour dire que ce n'est évidemment pas la fin ce soir, ça a été aussi dit par Philippe Fischer tout à l'heure, mais c'est un véritable début et du coup, pour nous, on se réjouit vraiment très fortement de vous revoir prochainement et de continuer à échanger avec vous. Le groupe LinkedIn fermé du CAS a été créé hier soir. Il doit être encore un tout petit peu peaufiné. On va commencer à mettre du contenu et à partir de là, on restera en contact. Encore un grand merci et très bonne fin d'année. Au revoir. On peut tous applaudir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Si vous voulez rester sur Zoom tant que Zoom n'est pas fini pour discuter, mais en principe, nous, je crois qu'on va se faire vider de l'université, on va se faire expulser de l'université. Merci à toutes et tous, bonne soirée et puis à très vite, on va se revoir très vite. Merci. Au revoir. Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée, merci. Au revoir.